2, 1, parti. On y va, c'est le grand 4. Grand 4 de ce chapitre. Réponse en tension aux bornes de la résistance. Phénomène de résonance en intensité. On y va. Grand 4. Ici, réponse en tension aux bornes de la résistance. Réponse en tension aux bornes de la résistance. Voilà. Donc, je vous rappelle tout ce qu'on a fait jusqu'à présent concerné la réponse en tension aux bornes du condensateur. Cette fois-ci, la tension de sortie est prise aux bornes de la résistance. Et là, on va mettre en évidence un autre phénomène de résonance, mais cette fois-ci en intensité. D'accord ? Donc pareil, avant de commencer les calculs, le but de cette partie, comme l'indique ici après-midi, quel est le but de cette partie. Donc ça, c'est une autre question de cours qui va figurer dans les cols que je vous fournirai pour la semaine prochaine. Là, on va déterminer l'expression de l'intensité du courant circulant dans le circuit en RSF. Donc le but, déterminer l'expression de l'intensité du courant circulant dans le circuit RLC série, circulant dans le circuit RLC série. Donc on reprend le montage basique ici, où on va associer en série résistance, bobine, condensateur, d'accord ? Donc là, il s'agira dans cette partie, attention, lisez bien la question de cours, la semaine prochaine, est-ce qu'on prend la tension bande du condensateur ou est-ce qu'on prend la tension bande de la résistance pour avoir une résonance en intensité, d'accord ? Ici, pareil, donc l'expression de l'intensité du courant circulant dans le circuit RLC série. Circuit RLC série, je vous rappelle, soumis, ce circuit il est soumis à une entrée ou une excitation sinusoïdale. D'accord ? Une entrée ou une excitation sinusoïdale. D'accord ? C'est-à-dire qu'ici, je vais réécrire l'expression de I de T. I de T, pour des temps suffisamment longs devant la constante de temps tau, d'accord ? On aura I de T, d'accord ? Sera environ égal, pour T supérieur à 3 taux, à la solution particulière, qui dépend du temps, cette fois-ci, la solution particulière est de même forme que le second membre, ici sinusoïdal. Solution particulière que l'on va rechercher, c'est le but de cette partie. On doit rechercher la solution particulière sous la forme IM, amplitude réelle, IM de oméga. Donc tout comme UM, l'amplitude aux bornes du condensateur qui dépend de oméga, l'amplitude du courant, ça c'est l'amplitude réelle, elle dépend de la pulsation de forçage oméga. Oui, oméga, c'est la pulsation de forçage, ici du GVF. Cos, on aura un cos, oméga t plus phi. Alors là, faites attention, le phi, on a déjà adopté une notation phi dans le chapitre précédent, notamment hier. Phi, on a noté un phi minuscule, déphasage de la tension UC par rapport à l'entrée. Cette fois-ci, je notais un phi majuscule pour bien différencier les déphasages. Ce phi majuscule étant le déphasage ici de la tension bande de R par rapport à l'entrée. Alors qu'hier, le phi minuscule représentait le déphasage de UC par rapport à eux. Là, c'est le déphasage de UR par rapport à eux. Et ce déphasage également dépend d'oméga. Et voilà, ça c'est le but de la séance, à savoir, d'une part, déterminer l'amplitude réelle, que vaut IM. Cette amplitude réelle, je vous rappelle, vous l'obtenez grâce ici au module de l'amplitude complexe. Et pareil pour le déphasage phi de oméga, vous l'obtenez grâce à l'argument de l'amplitude complexe. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord déterminer l'amplitude complexe du courant. Une fois qu'on a l'amplitude complexe du courant, c'est la même méthode. On prend module l'amplitude complexe, on aura l'amplitude réelle. Et si on prend l'argument de l'amplitude complexe, on aura ici le déphasage phi de la tension UR par rapport à E. D'accord ? Ça, c'est important. D'accord ? Donc, n'oublions pas le montage associé. Le montage, on refera en TP, montage associé à cette étude. Il y a une petite subtilité, c'est que cette fois-ci, la sortie est prise aux bornes de R. Donc, au lieu de faire RLC, où le condensateur est en troisième position, on va mettre cette fois-ci la résistance en troisième position pour éviter tous les problèmes de masse. Donc on va mettre ici le GBF qui délivre une tension sinusoïdale, d'accord, voilà.
Et on va placer, on peut mettre un interrupteur K, hein, par exemple, hein, qu'on va fermer à un instant pris comme origine des temps. Et on va placer ici, par exemple, le condensateur, voilà, de capacité C, la bobine d'inductance propre L, et cette fois-ci, je vais mettre la résistance ici, en troisième position. D'accord? Je ferme le circuit série, à t égale à 0, voilà. Je ferme l'interrupteur K, permettant à un courant I de T de circuler dans mon circuit RLC série. Le fléchage de I permet de flécher les trois tensions aux bornes des trois dipôles linéaires passifs, UC de T, ici, UL de T. Et moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est ça. À droite, je place le troisième dipôle ici qui m'intéresse. Donc je vais prendre la tension de sortie aux bornes de R, je vais noter UR de T. D'accord? Donc je flèche ici le courant I de T, donc convention récepteur. Et vous le savez, hein, ça c'est la loi d'Ohm. La tension de borne de R, UR égale RI. D'accord? Voilà. Et ça, expérimentalement, ici vous avez placé vos deux voies, rappelez-vous, on voit une de l'oscilloscope. On voit une de l'oscilloscope, on met la tension issue du GBF. En voie 2 de l'oscilloscope, rappelez-vous, on va mettre la tension de sortie. En voie 1, tension d'entrée, tension délivrée par le GBF, pulsation de forçage oméga. En voie 2, tension de bande de R, et je place la masse électrique. C'est le point du circuit pour lequel le potentiel électrique est égal à 0. D'accord? Voilà. Concrètement, par rapport au montage de lundi dernier, on permute la place de R et de C pour bien prendre en voie 2, sans aucun problème de masse, la tension de bande de R, qui est en fait un capteur de courant. La tension de bande de R est en fait l'image électrique du courant I. UR égale RI. D'accord? Bien. Petite question à Théo Veillard. Est-ce que tu m'entends mieux maintenant, Théo? Ouais, tu m'entends mieux que tout à l'heure ou pas? Un peu mieux. Bon, un peu mieux. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça de prix. Donc on y va, à la suite, donc vous avez bien compris la logique, on va d'abord déterminer l'amplitude complexe, et ensuite on va prendre module et argument. Donc premier temps, détermination de l'amplitude complexe du courant. Donc détermination de l'amplitude complexe du courant. Voilà, l'amplitude complexe du courant. Bon. Voilà. Alors, même chose, on repart ici des choses connues, à maîtriser. À tout signal réel, sinusoïdal, on peut lui associer un signal complexe. Alors ici, le signal, vous allez prendre un signal de courant. On cherche l'amplitude complexe de courant. Pourquoi? On étudie le phénomène de résonance en intensité. Donc on va ici exprimer un signal complexe, d'accord, de courant. Donc on y va, comme toujours, au signal réel I de T. Donc au signal réel, deux points, je note en dessous, I de T égale IM cos oméga T plus grand phi. Alors faites bien attention, pour la semaine prochaine en colle, on met bien un phi majuscule pour le différencier du phi précédent dans le paragraphe précédent. À ce signal réel, je vous rappelle d'amplitude IM, de pulsation temporelle oméga, qui est celle du GBF, et de déphasage grand phi par rapport à l'entrée, on lui associe un signal complexe. On lui associe un signal complexe. Voilà. On lui associe un signal complexe. Donc toujours passer par ça en question de cours pour définir en fait votre amplitude complexe. Donc déjà un signal complexe. Qu'est-ce qu'un signal complexe? Ici un signal complexe de courant. Je vais donc souligner le courant I. Donc je reprends ici la notation I de T. I de T est un signal complexe. Si je le souligne I, qui devient I bar, et ensuite, rappelez-vous, le cos devient exponentielle J. Et on prend le même argument. Donc exponentielle J, donc je mets en jaune, j'espère que vous voyez à distance, je mets en jaune ce qui change, je souligne I, je transforme le cos en exponentielle J. J oméga T plus grand phi. D'accord? Ensuite, je vais ici scinder l'exponentielle J. Pourquoi? Je vais ici associer amplitude réelle exponentielle J phi. Ça va me donner l'amplitude complexe. J'oublie pas le terme en exponentielle de J oméga T. D'accord? Où l'on pose, voilà, vous allez poser une amplitude complexe de courant, grand I bar. Alors attention, j'ai un grand I bar. Je mets bien une barre. Je mets une barre sous le I. Et ça, c'est l'amplitude complexe de courant. Et ce grand I bar,
c'est le produit d'une amplitude réelle, IM, exponentielle, Jφ. Voilà. Et ça, c'est l'amplitude complexe. Alors, j'ai plus de place. Là-haut. C'est l'amplitude complexe de courant, d'accord, où on va repréciser ce que représente module et argument. D'accord. Donc, ici, je continue ma phrase, là, d'accord, je la continue là-haut, en haut à gauche. Donc ça, c'est l'amplitude complexe de courant. Amplitude complexe, ici, de courant, voilà. Tel que, ici, je vous rappelle que deux informations, je vous rappelle que l'amplitude complexe à elle seule contient les deux informations essentielles pour étudier ce phénomène de résonance. Si vous prenez le module de l'amplitude complexe, donc si on prend le module de I bar, le module de I bar vous donne l'amplitude réelle, IM. Ensuite, si on prend l'argument de I bar, l'argument de I bar vous donne phi, le déphasage entre UR et E. Déphasage entre les deux tensions. D'accord? Bon. Et ça permet de réécrire le signal complexe. D'accord? Et on écrit ici le signal complexe sous la forme petit i bar. Donc un signal complexe, le signal complexe de courant, à savoir petit i bar égale une amplitude complexe, grand I bar, exponentielle j oméga t. Voilà. Ça, vous devez absolument poser les notations, d'accord, pour en fait définir une amplitude complexe de courant. Bon. Maintenant, il faut l'obtenir, cette amplitude complexe. D'accord? Il faut l'obtenir. Là, ce que je vous propose dans cette partie de cours, c'est de la déterminer la plus rapidement, la plus efficacement possible en passant par un diviseur de tension. D'accord? On peut vous demander de réécrire une modèle d'ordre 2, mais une modèle d'ordre 2 vérifiée par le courant I. Ça, on verra ça en TD. D'accord? Mais première méthode, on passe par un diviseur de tension en notation complexe. Donc, première méthode, ici, voilà, diviseur de tension, diviseur ici de tension en régime sinusoïdal forcé. D'accord? On va passer par un diviseur de tension en régime sinusoïdal forcé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en évidence ce diviseur de tension. Et surtout, ne pas perdre ici l'idée essentielle, il faut obtenir une amplitude complexe de courant. Donc on veut grand I bar. Donc on va refaire tout de suite le montage, mais le montage en notation complexe. C'est-à-dire que lorsque je soumets le circuit RLC série à une tension d'entrée complexe E bar, j'ai trois impédances complexes associées en série, Z bar R, Z bar L, Z bar C et Z bar R. Donc ici, j'impose une tension d'entrée complexe, E bar. Donc E bar, je passe tout de suite en notation complexe. J'ai en série, ici, directement un condensateur d'impédance Z bar C. En série avec, ici, une bobine d'impédance complexe Z bar L. Et en série, également, avec une résistance d'impédance complexe Z bar R. D'accord? Voilà. Ça, c'est le montage initial. D'accord? Donc, j'ai un courant complexe, I bar. Et ce courant complexe que vous avez ici, c'est le signal complexe. D'accord? On est bien d'accord. I bar est en fait le signal complexe de courant. D'accord? Ici. Et moi, ce que je recherche, c'est une information. D'accord? Sur l'amplitude complexe de courant. Et je vous rappelle que la tension bande de R, ici on a UR bar, ça sera égal à RI bar. RI bar. D'accord? Tension de bande de R en notation complexe, UR égale RI. UR bar égale RI bar. Puisque l'impédance complexe d'une résistance est réelle et vaut R. D'accord? Je donne le schéma électrique équivalent. Je vais le remonter ici. Attention, il y a un petit décalage. D'accord? Parce que là, je ne vois pas forcément la place. Je vais le faire ici, le schéma équivalent. Donc, je remonte un tout petit peu, attention. Le schéma électrique équivalent, je vais le mettre là. D'accord? Là, je vais pas cette place. Donc, ce que je vais faire, vous voyez très bien que je vais associer en série les deux premières impédances complexes pour avoir un diviseur de tension. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la tension de sortie. Tension UR bar. Parce que si j'ai la tension UR bar, j'ai l'expression du courant, I bar. Donc, je vais associer en série Z bar C et Z bar L.
Donc j'associe en série Z bar C et Z bar L. Donc j'associe les deux en série. Voilà. Je soumets, comme tout à l'heure, l'ensemble à une tension d'entrée complexe. D'accord? Alors je vous rappelle, la tension d'entrée complexe, c'est du E exponentielle J oméga T. D'accord? En notation réelle, on a du E cos oméga T. Et en notation complexe, cela devient du grand E exponentielle de J oméga T. Et je n'oublie pas ici, voilà, l'impédance complexe associée à la résistance, Z bar R. Voilà, ici, ici, comme ceci. Voilà. J'ai toujours le courant complexe, I bar. Et là, j'ai la tension complexe, aux bandes de R, UR bar. Voilà. Et là, il est évident, on le voit apparaître très clairement. Ici, cette structure en diviseur de tension. Cette structure en diviseur de tension, elle apparaît puisqu'on a deux impédances complexes, là et là, traversées par le même courant complexe et soumises à E bar. Donc on y va, la tension, ce qui m'intéresse, la tension bande de Z bar R, donc on en déduit ici l'information sur la tension complexe, alors UR bar de T, voilà, donc c'est une fraction de la tension entrée complexe, donc fraction de E bar, UR bar est aux bandes de Z bar R, donc j'ai mon numérateur, l'impédance complexe associée à la résistance, et attention au dénominateur, hein, vous faites Z bar 1 plus Z bar 2, vous faites ça, plus ça, ça vous donne la somme des trois impédances, donc vous aurez Z bar C, plus Z bar L, d'accord, plus Z bar R, voilà. Bon. Donc voilà, c'est simplement l'application ici hein, d'une relation liée à un diviseur de tension. Donc U bar R est aux bornes de Z bar R et je divise par Z bar 1 plus Z bar 2, où Z bar 1 c'est l'association série d'une impédance complexe associée au condensateur et à une bobine. Bon. Maintenant ce que je vais faire, je veux obtenir grand I bar. Je veux obtenir l'amplitude complexe de courant. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout pour la faire apparaître. UR bar, tension aux bandes de R en notation complexe. UR bar, c'est RI bar. Donc je remplace par RI bar. D'accord? Ou I bar est le signal complexe de courant. Z bar R, on remplace, c'est R. Ok. Z bar C, 1 sur J oméga C. Ouais. Plus J oméga L. Ouais. Je ferme la parenthèse, donc je ne suis pas obligé de mettre parenthèse. Hein. Plus R, le tout fois E bar. E bar, ça sera grand E exponentielle de J oméga T. Bon, déjà ce qu'on peut faire, je pense que vous le voyez, c'est simplifier à gauche et à droite par R. Je l'ai une fois là et une fois là. Donc je simplifie déjà par R, la résistance. Bon. Ensuite, je rappelle, et c'est encore noté au tableau, l'expression du signal complexe. I bar est signal complexe. Et ce signal complexe, on vient de l'introduire comme étant égal à l'amplitude complexe I bar exponentielle J oméga T. Donc je remplace le signal complexe de courant, I bar, par l'amplitude complexe, grand I bar, exponentielle J oméga T, d'accord, c'est encore écrit à gauche au tableau, égale à quoi? Égale à 1 sur, je simplifie par R. Ce que je vais faire ici, c'est séparer partie réelle et partie imaginaire, c'est déjà fait. Au dénominateur, la partie réelle vaut grand R, la partie imaginaire, je m'arrange pour la mettre en union sous la forme ici A plus JB. A, partie réelle vaut R, partie imaginaire, J. J facteur de quoi? Attention. J facteur de quoi? J facteur de oméga L, ça va. Mais attention, j'ai 1 sur J oméga C. Et rappelez-vous, 1 sur J égale moins J. Donc si je mets le J en facteur au numérateur, sachant qu'au départ il est au dénominateur, on est d'accord qu'il faut faire remonter ce J au numérateur et faire remonter ce J. Ça vous donne ici du 1 sur J égale moins J. Donc on aura moins, attention, 1 sur J égale moins J. Ici directement, moins 1, pardon, J déjà, moins 1 sur oméga C. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'oublie pas, on va dire c'est bon pour tout le monde. E exponentielle J oméga T. Donc ici, je rappelle, ici, car 1 sur J, donc je transforme ce 1 sur J qui est là, 1 sur J égale moins J. Hein. Pourquoi? J carré égale moins 1. Donc je transforme ici ce 1 sur J en moins J, ça me permet de faire remonter le moins J au numérateur et donc avoir une séparation de la partie réelle R et de la partie imaginaire en oméga L
moins 1 sur oméga c. J'ai bien séparé les deux parties, partie réelle et partie imaginaire. Une fois que j'ai ça, je peux également simplifier par l'exponentielle de j oméga t, à gauche et à droite. On y va, gauche, droite. D'accord? On continue. Ensuite, on donne l'expression voilà, de l'amplitude complexe de courant. Donc grand I bar. Voilà. Donc équivalent à quoi? Grand I bar. Donc on aura 1 sur... Alors, j'ai R plus J facteur de tout ça. Ce que je vais faire, ici, je vais introduire une mise sous forme canonique. D'accord? Donc je vais factoriser par R au dénominateur. Pourquoi faire ça? Si je factorise par R au dénominateur, j'aurais du E sur R. E sur R qui est homogène à un courant. Donc je factorise par R. Attention, je factorise par R l'ensemble du dénominateur. Pourquoi faire ça? Parce que, vous allez peut-être le voir, il me reste le E ici. Et E sur R est homogène à un courant. Donc en fait, j'aurai un dénominateur sans dimension. Ça va? Si je fais ça, E sur R est bien homogène à un courant. D'accord? Donc je vais factoriser par R l'ensemble du dénominateur. Donc j'ai R facteur de quoi? De 1, partie réelle devient ici, dans le crochet, égal à 1, plus J, facteur, j'oublie pas, comme j'ai factorisé par R, le oméga L, je le divise par R une fois, et le oméga C, 1 sur oméga C, pareil, ici il y a un R qui intervient dans ce terme-là. Hop, ici je mets en jaune les modifications, parenthèse, je ferme parenthèse, je ferme le crochet. D'accord? Bon, une fois que j'ai fait ça, c'est l'étape la plus délicate pour vous. C'est toujours un peu embêtant, c'est mettre sous forme canonique, donc faire intervenir Q, facteur de qualité, et oméga 0. Ça, c'est toujours embêtant. C'est toujours embêtant, oui et non, mais il est toujours en tête la mise sous forme canonique de l'EDEL d'ordre 2. Donc ça, c'est la première question du sujet. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois, je ne vais pas rétablir le DEL d'ordre 2 vérifié par UC ou par I. Donc à un moment, vous aurez posé deux choses. Quand c'est un circuit RLC série, vous aurez posé oméga 0 carré égale 1 sur LC. Vous aurez posé ça pour un circuit RLC série. Vous voyez, c'est quand même, bon, pas la première fois qu'on le rencontre. Et vous aurez également posé le fait que Q égale L oméga 0 sur R. Ok. Maintenant, je vais identifier au dénominateur, il faut faire apparaître pulsation propre et facteur de qualité, tel que oméga 0 carré égale 1 sur LC et Q égale L oméga 0 sur R. Alors déjà, il y a un L sur R qui intervient. Est-ce que tout le monde voit qu'ici, il y a un L sur R qui intervient déjà ici? Vous voyez en fait ce L sur R, là et là, ce L sur R, regardez, le rapport L sur R, c'est égal à Q sur oméga 0. D'accord? On trouve le fait que Q égale L oméga 0 sur R. Donc là, j'identifie. J'ai fait ça pour mettre sous forme canonique. D'accord? Je rappelle oméga 0 carré, je rappelle Q. Ça, c'est la première question du sujet. Je ne rétablis pas à chaque fois. D'accord? Une fois que j'ai ça, d'accord, j'aurai L sur R égale Q sur oméga 0. Et on va retrouver une nouvelle fois ce produit RC. RC. Vous voyez également, vous voyez ce produit RC qui est là, j'entoure le R et j'entoure le C. Ça, on l'a également fait hier. Et ça va être la partie la moins évidente pour vous. Ben, une fois que vous avez défini oméga 0 et Q, vous les multipliez. Vous multipliez les deux constantes. Rappelez-vous, si on multiplie Q par oméga 0, donc on définit d'abord oméga 0 et ensuite Q. Ça, on le fait tout le temps. Et là, quand vous avez en fait un produit RC qui apparaît, vous faites le produit des deux constantes, Q et oméga 0. Et si on fait ça, ça nous donne L oméga 0 carré sur R. Donc ça fait L sur R fois oméga 0 carré. Mais oméga 0 carré, c'est quoi? C'est 1 sur LC. Donc on peut simplifier en haut et en bas par les inductances propres. Donc il nous reste 1 sur RC. C'est-à-dire qu'une nouvelle fois, ça on le rencontre ensemble lundi après-midi, le 1 sur RC qui est là, le 1 sur RC égale au produit oméga 0 fois Q. Donc on va remplacer ici dans l'expression de l'amplitude complexe pour ensuite la mettre sous la forme canonique. D'accord? Donc j'efface tout ça. Ici, ça j'en ai plus besoin non plus. Alors, on y va. Donc I bar, amplitude complexe de courant, soit grand I bar. Donc j'ai mis en évidence ici un terme qui est homogène à un courant, E sur R. Donc si je fais ça, j'ai un E sur R qui apparaît en premier. Et après, j'ai un rapport qui est adimensionné. J'ai 1 divisé par quelque chose qui n'a pas de dimension. Donc j'ai 1 sur 1 plus
J. Alors la partie imaginaire, ici. Donc j'ai dit que L sur R. L sur R, c'est Q sur oméga 0. Donc là, j'aurai ici directement Q oméga sur oméga 0. Donc je mets en couleur ce qui change. Ici, voilà. J'ai le Q qui arrive au numérateur et oméga 0 au dénominateur. Je vérifie ici L sur R égale Q sur oméga 0. Ensuite, on aura 1 sur WRC. Donc 1 sur, donc l'inverse. Donc j'ai oméga au dénominateur. Et je rappelle que ici, divisé par R, c'est revient multiplié par oméga 0Q. Donc j'aurai oméga 0 fois Q au numérateur cette fois-ci. Donc je mets en évidence, voilà, les termes qui apparaissent. Voilà. C'est ici qu'il faut dire, c'est ici qu'il faut faire attention pour la mise sous forme canonique. D'accord? Et là, on retrouve une nouvelle fois des rapports caractéristiques oméga sur oméga 0, une fois. Et ici, oméga sur oméga 0, deux fois. Alors attention, il y a un moins qui n'apparaît plus. J'ai bien un moins. D'accord? Donc là, on retrouve ce rapport caractéristique qui constitue en fait la pulsation réduite. D'accord? Donc on pose où x égale oméga sur oméga 0, la pulsation réduite, qui n'a pas de dimension. Donc c'est la pulsation réduite. Donc ρ chez x égale à 1. Je vous rappelle, c'est le rapport de la puissance de forçage du GBF divisé par la pulsation propre de l'oscillateur. Ici, oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Alors là, je ne l'ai pas dit, on peut peut-être le rajouter, c'est un oubli. Vous voyez que là, l'amplitude complexe dépend de oméga. On va le rajouter ici, pardon. Donc j'ai mis le fait que ici, l'amplitude complexe dépend effectivement de oméga. Ici, l'amplitude complexe va dépendre de x. Voilà, donc on la met directement sous forme canonique. I bar de x égale E sur R fois 1 sur 1 plus J. Alors, il y a aussi quelque chose que je peux faire, c'est mettre le facteur de qualité Q en facteur pour la partie imaginaire. Est-ce que tout le monde voit que je peux mettre Q en facteur? Donc, je vais faire JQ, facteur de X moins 1 sur X. Je répète, je mets le facteur de qualité Q en facteur, tac, et ici, j'identifie X moins 1 sur X. Donc, X moins 1 sur X. Et ça, j'encadre. Voilà. Amplitude complexe ici du courant. D'accord? Voilà. Là, c'est la première méthode. Alors, c'est la seule méthode, on va dire, qui est vraiment exigible en question de cours. En TD, je vais mettre en deuxième méthode, j'ai juste l'énoncé. Deuxième méthode, on peut partir de l'EDL d'ordre 2 vérifié par le courant I et passer en notation complexe. C'est-à-dire que quand vous avez une dérivée d'ordre 1, vous remplacez par J oméga. Une dérivée d'ordre 2, vous remplacez par moins oméga carré. Donc deuxième méthode, je la note, on le fera en TD la semaine prochaine. Donc deuxième méthode, on ne va pas la faire en cours, on peut surcharger le cours inutilement. Ici, réécrire le del d'ordre 2, vérifier, attention, si on veut une amplitude complexe en courant, il faut nécessairement que cette del d'ordre 2 soit vérifiée par le courant I de T. D'accord? Vérifier ici par le courant I de T. Voilà, donc réécrire cette del d'ordre 2 en notation complexe. Voilà, en notation complexe. Sans le faire en TD. D'accord? CF TD10. D'accord? Voilà. CF ici, le TD numéro 10. Il y en a une troisième, je vais vous en parler quand même très rapidement. Troisième méthode, je vais la mettre là. Troisième méthode, ici. C'est-à-dire que des fois, dans un sujet, on peut d'abord vous faire établir la réponse en tension aux bornes du condensateur. C'est-à-dire que si au préalable, attention, si au préalable, on vous donne la réponse en tension aux bornes du condensateur, sous la forme U bar de X égale E sur 1 moins X carré plus GX sur Q, vous pouvez alors en déduire l'amplitude complexe du courant. Donc ça, c'est au préalable. J'ai bien si on connaît la réponse en tension aux bornes du condensateur, c'est-à-dire que si on connaît l'amplitude complexe de la tension aux bornes du condensateur. Donc si on connaît l'amplitude complexe ici, l'amplitude complexe, voilà. J'ai bien si on connaît de la tension aux bornes du condensateur, la tension
aux bornes du condensateur. Alors cette tension, rappelez-vous, on a noté U bar de X, d'accord? Voilà, rappelez-vous, avec une amplitude UM, d'accord? Donc si on connaît ici, je vous le rappelle, ça c'est la partie précédente, on a montré que U bar de X c'est E sur 1 moins X carré plus JX sur Q. Donc si on connaît ceci, c'est-à-dire que si voilà, on fait établir l'amplitude complexe en tension au banc du condensateur, et si on vous demande d'en déduire l'amplitude complexe de courant, pas de gros calcul. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on peut en déduire I bar. D'accord? Si on connaît, alors, là c'est un A, alors, là c'est un S, on peut en déduire, de U bar de X, on peut en déduire l'amplitude complexe du courant. L'amplitude complexe du courant, grand I bar de X. Alors, comment on fait? Ça, j'efface. Est-ce que quelqu'un, parmi vous, ou à distance, est-ce que quelqu'un a une idée à savoir, est-ce qu'il y a une relation de passage entre grand U bar de X et grand I bar? Maxence? Alors, non, parce que ça c'est la tension au bord du condensateur. Regardez, il suffit de repartir de la relation tension-courant d'un condensateur idéal, IC égale C de UC sur DT. Donc, en effet, la relation IC, bon, pour un condensateur, hein, égale C des UC sur DT, d'accord, s'écrit en notation complexe. Donc elle s'écrit en notation complexe. Alors elle s'écrit comment? Alors ici, IC vaut I. Hein. D'accord, le courant qui traverse le condensateur traverse la bobine et la résistance. Ici, dans ce problème, IC égale à I. Donc en complexe, on aura I bar de T, dérivé par rapport au temps. Une tension complexe revient à multiplier par J oméga. Donc ça fait J oméga C fois UC bar. D'accord? Mais si on a une relation entre des signaux complexes, d'accord, des signaux complexes de tension et de courant, nous ce que l'on veut c'est une relation entre les amplitudes complexes. Donc il suffit de rappeler tout simplement la relation entre signaux et amplitudes complexes. En effet, le signal complexe de courant est vu comme le produit d'une amplitude complexe de courant I bar exponentielle J oméga T égale J oméga C. Et pareil pour le signal complexe de tension au bord du condensateur. Ça, c'est le produit d'une amplitude complexe ici, U bar, exponentielle J oméga T. Je simplifie par l'exponentielle de J oméga T et c'est terminé. D'accord? Enfin, c'est terminé. Il y a quand même 3 lignes de calcul après. Hein. C'est-à-dire que là, la relation de passage, vous l'avez. L'amplitude complexe de courant est égale à J oméga C fois l'amplitude complexe ici de tension. Donc c'est J oméga C fois tout ça, fois E divisé par 1 moins X carré plus JX sur Q. D'accord? Voilà. Alors bien évidemment, pour retrouver la forme canonique, là, il y a quand même 3-4 lignes de calcul. On ne va pas le faire. D'accord? On ne le fait pas. D'accord? Ici. On le reverra de toute façon dans les anecdotes TDR. Cette relation de passage sur les amplitudes complexes de courant et de tension au bord du condensateur. D'accord? Mais pour l'école la semaine prochaine et pour l'école de la rentrée également, vous aurez ça en question de cours. Hein. Vous aurez cours sur filtrage et résonance. Vous aurez 2 chapitres sur le cours actuel et le cours de la semaine prochaine. Parce qu'ils sont intimement liés, vous allez voir, on va retrouver de la résonance dans l'étude des filtres d'ordre 2. D'accord? Donc, ça vous l'aurez également, d'accord? Mais vous passez par un diviseur de tension. Hein. Quand on vous demande d'établir l'amplitude complexe de courant, passer par un diviseur de tension, c'est assez rapide, sauf là. Là, c'est le point délicat à chaque fois. Voilà, identifier et faire apparaître un dénominateur sans dimension. Ça va aller. Pensez à faire le produit oméga 0 fois Q. Mais ça paraît, on va le faire plein de fois sur les filtres. D'accord? La semaine prochaine, on fera à chaque fois ce produit-là pour mettre sous forme canonique, non pas des amplitudes complexes, mais des fonctions de transfert. C'est exactement le même esprit. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez l'amplitude complexe, il nous reste 2 choses à faire. On prend le module. On regarde comment elle réagit, enfin comment on va tracer cette fonction IM de X, l'amplitude réelle.
et après on prend l'argument, et on aura la solution ici, générale, enfin la solution particulière ici, hein, de l'équation différentielle. D'accord? Donc on y va, c'est la suite, c'est le petit 2, étude du module de l'amplitude complexe, qui est encore là-bas, encadré, en I bar de x. D'accord? Donc deuxième temps, ici, étude du module de l'amplitude complexe. Donc étude du module de l'amplitude complexe. Donc ça sera pour moi l'occasion d'aller embêter un tout petit peu ici à distance. Donc je demande à Lucas, d'accord, de se préparer. Lucas, je vais te demander de me donner hein, le module de I bar, ici module de l'amplitude complexe. Alors, donc deuxième temps, étude du module de l'amplitude complexe de courant. Voilà. Donc si on prend le module d'amplitude complexe, d'accord, on en déduit l'amplitude réelle. Donc on en déduit ici l'amplitude réelle du courant, l'amplitude réelle, voilà, du courant. Alors, Lucas, est-ce que tu es parmi nous? Est-ce que tu m'entends, Lucas? Ouais, mieux que tout à l'heure? Ça va mieux? Ah, très bien. Alors, Lucas, est-ce que tu pourrais, ici, me donner l'expression de l'amplitude réelle, IM de x, amplitude réelle, qui est en fait le module de l'amplitude complexe. Donc, c'est le module du rapport. Ouais. Ouais. En fait, non, on va recopier, tu vois, on va recopier bêtement. Hein, ouais. On va recopier bêtement, tu vois. Alors, tu vois, je mets à droite. Hein, je sais pas si tu le vois, je mets à droite une barre de module, ici à droite. Là. Et on va recopier bêtement et on va dire que, voilà, on a un produit. On a E sur R fois un rapport. Et tu l'as dit, hein, je crois que j'ai entendu, le module d'un produit, c'est directement le produit des modules. Sauf que le module de E sur R, ce sont deux constantes réelles positives. Le module de E sur R va nous donner E sur R. D'accord? Donc j'y vais à la suite, donc ça fait E sur R. Je sors le E sur R. Tout est d'accord, hein? Module de E sur R, c'est E sur R. Deux réels positifs, il n'y a aucun problème. Par contre, là, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ensuite, tu auras le module d'un rapport. Mais le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Et au numérateur, on a 1. Ça va 1. D'accord? Par contre, ça sera ici. Alors, j'ai pas beaucoup de place, je vais faire directement. Ce qui m'intéressera, c'est ça. C'est prendre le module de 1 plus JQ, facteur de x, moins 1 sur x. Voilà, ça, il faut faire attention. Je remets les barres ici. Ça, moi, je réécris là-bas, parce que j'ai plus de place. Alors, Lucas, ce qui m'intéresse, tu l'as compris, c'est le module du dénominateur. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Lucas? Ce qui m'intéresse, c'est le dénominateur. D'accord? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu mets ici? C'est 1 sur quoi? On est ici. Oui. Oui, oui, je sais. Oui. Alors ça, faut que tu le vois comme toujours. Hein. A plus JB. Donc, racine de... Ouais. Ouais. Donc c'est racine de A carré plus B carré. D'accord? Donc c'est racine de A carré plus B carré. Donc c'est racine de 1. Très bien. Merci Lucas. Racine de 1 plus, je vais mettre Q carré, facteur de x moins 1 sur x. Le tout au carré, je ferme la racine et voilà. Et voici l'amplitude réelle qui est positive. Voilà, amplitude réelle qui est positive. Voilà. Et là, on va étudier cette fonction. D'accord? On va étudier cette fonction et on va commencer par le tracer. On va tracer cette fonction, d'accord? Et surtout, on va rechercher s'il y a un phénomène de résonance. Hein. Rappelez-vous pour le condensateur, ce qui n'est pas évident pour le condensateur, hein, je pense au call la semaine prochaine, la résonance en tension au bornes du condensateur n'existe que si Q est supérieur à 1 sur racine de 2. Hein. Si Q est inférieur à 1 sur racine de 2, il n'y a pas de maximum. L'amplitude de la tension borne de C ne passera pas par un maximum. Là, ce qu'on va chercher ici à déterminer. Donc on y va, premier temps, j'ai mis des A, je crois, les choses que j'ai fait, j'ai mis des A, B, C, D, je crois, ouais. Petit A, tracer de l'allure. Donc pareil, tracer de l'allure, vous placez en basse fréquence sur haute fréquence. D'accord? Donc tracer de l'allure, IM de X.
tracer valeur. Donc on va tracer l'amplitude réelle du courant en fonction de la pulsation réduite, hein, X. D'accord? On va se placer d'abord en basse fréquence. On est là. Étude en basse fréquence. Étude en basse fréquence. Alors si je suis en basse fréquence, ici, rappelez-vous, on va faire intervenir la pulsation réduite. C'est-à-dire que en basse fréquence, la pulsation du GBF oméga est négligeable devant la pulsation oméga 0. D'accord? Donc dans ce cas-là, en basse fréquence, oméga négligeable devant oméga 0. Dire que oméga est négligeable devant oméga 0 signifie que x est négligeable devant 1. X c'est oméga sur oméga 0. Donc x négligeable devant 1. Dans ce cadre d'étude, on va approximer IM de x. Donc dans ce cas, l'amplitude réelle, IM de x, sera environ égale à quoi? Donc pareil, on va chercher ici sous la racine carrée le terme qui va prédominer en basse fréquence, le terme qui va prédominer lorsque x est négligeable devant 1. Par contre, je garde tous les coefficients multiplicatifs. Donc je garde le E sur R, ça vous le laissez. Vous gardez le E sur R. Vous laissez 1 sur la racine. Et sous la racine, vous allez garder le terme qui va prédominer, d'accord, sous la racine carrée, quand x est négligeable devant 1. D'accord? Voilà. Alors quand x est négligeable devant 1, on regarde ensemble. Donc on a q carré x carré moins 1 sur x, ici, le tout au carré. Est-ce que tout le monde voit ici? À la limite, on le voit, quand x est négligeable devant 1, c'est-à-dire que x tend vers 0, le terme qui va prédominer, c'est le terme en 1 sur x, hein, qui va diverger. Donc attention, c'est le terme en moins 1 sur x, le tout au carré, qui va prédominer, attention, sous la racine, devant le 1. Mais attention, il y a un q carré en facteur. N'oubliez pas ce terme en q carré en facteur. Je répète, quand x est négligeable devant 1, à la limite x tend vers 0, vous gardez le terme prédominant au dénominateur. Le terme qui prédomine, ça tend vers 0, ça diverge. Avec le moins qui est devant, vous prenez moins 1 sur x, le tout au carré, fois q carré. N'oubliez pas le q carré qui est en facteur. C'est-à-dire que ce terme-là, 1, sera négligeable devant les autres. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester un Q2, facteur de moins 1 sur x, le tout au carré. Et ça donne quoi? Ça donne du E sur R, d'accord? Il va nous rester quoi? Il va nous rester du Q2 sur x2 sous la racine carrée, d'accord? Et ça va nous donner tout simplement du x sur Q. Le x remonte au numérateur, et je divise par Q, d'accord? Ici, je garde le terme en Q carré fois moins 1 sur x, c'est un fois là, attention, c'est un multiplié. D'accord? Bon. Alors ça, pareil, une fois qu'on a cette expression de l'amplitude réelle de courant IM de x en basse fréquence, vous allez faire tendre x vers 0 et vous allez voir si c'est une asymptote horizontale ou non. Bon là, c'est évident. Vous étiez branché pourtant. C'est évident. C'est lui qui a sonné? Non, c'est l'ordinateur, mais il est branché. D'accord, ok. Donc là, à la limite, vous faites tendre x vers 0 et vous voyez que l'amplitude du courant va tendre vers 0 quand x tend vers 0. Donc en basse fréquence, l'amplitude réelle du courant tend vers 0. En effet, à la limite, vous allez faire tendre x vers 0 et donc l'amplitude réelle du courant également va tendre vers 0. Donc on y va, à la limite, ici, pareil, l'amplitude réelle du courant tend vers 0 quand x tend vers 0. Ok? Alors ça, est-ce que c'est compatible avec le comportement d'un circuit RLC série en basse fréquence? Alors on réfléchit, un circuit RLC série en basse fréquence constitué d'une impédance complexe de résistance, de bobine et condensateur en basse fréquence. Ben oui, parce qu'en basse fréquence, un condensateur est équivalent à un interrupteur ouvert. Et si en basse fréquence, le condensateur est un interrupteur ouvert, tout est mis en série. Donc aucun courant ne va circuler dans mon circuit RLC série en basse fréquence. Donc c'est bien compatible avec ce calcul de limite. En effet, dans mon circuit, j'ai un condensateur qui, je vous rappelle, se comporte en basse fréquence comme un interrupteur ouvert, interrupteur pour lequel le courant le traversant est nul, donc I égale à 0, alors que la tension U sera non nulle. Donc on trouve bien le fait que, en effet, l'amplitude réelle de courant tend vers 0 en basse fréquence. Ça va. On a un circuit ouvert, d'accord? On fait la même chose en haute fréquence. Alors,
étude, cette fois-ci en haute fréquence, où oméga tend vers plus infini. Donc, étude en haute fréquence. Alors, à l'inverse, oméga, ici, sera très grand devant oméga 0. Donc, x sera très grand devant 1. D'accord? Et la même chose, voilà. On ne va garder qu'un seul terme sous la racine au... Alors, ça revient pour l'amplitude complexe, hein, d'accord? Vous comparez partie réelle et partie imaginaire. Mais là, vous ne gardez dans l'amplitude réelle le terme qui prédomine en haute fréquence. Donc quand x tend vers plus infini, ce terme-là en 1 sur x tend vers 0, il restera uniquement le terme en Q2x2. C'est-à-dire que ce terme en Q2x2 prédomine devant le terme en 1 sur x et prédomine devant le terme en 1. 1, c'est la partie ici qui provient de la partie réelle. Donc ici, sous la racine carrée, il ne va rester qu'un seul terme. Vous gardez le terme prédominant parmi les trois, ce qu'on a fait lundi. Parmi les trois termes que j'ai au dénominateur, je garde le terme qui prédomine quand x tend vers plus infini. Celui-ci tend vers 0. Celui-ci, c'est 1. Il reste donc un Q2, attention, Q2x2. Si vous préférez, vous développez le double produit. Hein. Ça fait a carré plus b carré moins 2ab. N'oubliez pas, ça c'est x2. Hein. x2, c'est du a moins b carré. Donc là, j'aurai Q2. Pareil, vous gardez le coefficient multiplicatif. Hein. C'est Q2x2. On garde avec. Et ça donne quoi? Ça donne E sur R. E sur R fois 1 sur... Alors, racine de Q2x2, ça fait Qx. Donc 1 sur Qx. Voilà. Même chose, je vais me placer à la limite. Limite des hautes fréquences quand x, c'est-à-dire oméga, tend vers plus l'infini. Donc à la limite, ici, des hautes fréquences. Donc même chose ici, à la limite. À la limite. Voilà. Bon, ici, quand x tend vers plus infini, aucune ambiguïté. Hein. Ça, c'est positif, positif, positif. D'accord, il n'y a aucun problème. On y va. Donc, im, voilà, tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Ah! La fonction tend vers 0 en 0. Elle tend vers 0 en plus infini et elle a la valeur positive. Donc, il y a forte chance pour qu'elle passe par un maximum. D'accord? Elle tend vers 0 en 0, elle tend vers 0 plus infini. C'est une fonction à valeur positive, donc forcément, il y a des fortes chances pour qu'elle passe par un maximum. On va le montrer. D'accord? Donc là, on a les limites. Alors pareil, est-ce que c'est compatible avec le montage électrique? En haute fréquence. C'est-à-dire qu'en haute fréquence, ça c'est physique, c'est concret. C'est-à-dire qu'en haute fréquence, on a un circuit ouvert. L'amplitude réelle du courant tend vers 0 en haute fréquence. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est cohérent avec notre montage? C'est dû à quoi ça? La bobine, tout à fait. Dans le circuit RLC série, on a une bobine. Et cette bobine en haute fréquence, elle se comporte comme un interrupteur ouvert, tout à fait. Attention, je suis haute fréquence ici. Voilà. Et ça, la semaine prochaine, on fera que ça. L'étude des filtres, c'est ça. L'étude des filtres, c'est comportement fréquentiel de condensateur et bobine. Donc là, interrupteur ouvert pour la bobine en haute fréquence. Le courant la traversant est nul. Par contre, la tension à ces bornes ne l'est pas. D'accord? Voilà. Alors pareil, un bobine d'inductance L, condensateur de capacité C, j'ai pas noté, mais on s'en doute. Donc là, on en connaît à peu près l'allure. Bon, maintenant il faudra un maximum. Est-ce qu'il y a un maximum? Donc deuxième temps, petit b. Existence d'un maximum. Existence d'un maximum. Voilà, existence d'un maximum pour cette fonction ici, hein, fonction en valeur positive, amplitude réelle de courant, qui tend vers 0 en 0, qui tend vers 0 en plus infini. Donc, pareil, même chose. Et là par contre c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple que lundi. Pourquoi? Regardez la fonction là. Là, tout est là. Et là c'est beaucoup plus simple que ce qu'on a fait lundi. D'accord? C'est-à-dire que là, on cherche, hein, cette fonction elle passe par maximum. E sur R est constant. La seule variable c'est x. Regardez, le x, il est où? Il est sous la racine carrée. Il est là en plus. Il est là, le x. La seule variable, c'est x. Ça, c'est constant, 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 constant. Ça, c'est variable. La variable est là. Donc, cette fonction-là, amplitude réelle du courant, passe par un maximum. Pareil, on peut définir une fonction g de x. Hein. Si cette fonction g de x passe par un minimum, c'est facile. Hein. Cette fonction-là passe par un minimum pour quelle valeur? Ici, regardez. 1 plus q carré, facteur de x moins 1 sur x tout au carré, admet un minimum. Est-ce que tout le monde voit? Si et seulement si x égale, très bien, 1 ou moins 1. X carré égale 1. Mais on va garder que plus 1, parce que x c'est oméga sur oméga 0. Plus à son réduite. On regarde que les valeurs positives.
Donc on le note. L'amplitude réelle, très bien, de courant, passe par un maximum. Donc l'amplitude réelle de courant. Alors, on va la renoter ici, IM de X, amplitude réelle. Alors, E sur R, c'est constant. Très bien. 1 sur racine de quoi? De 1 plus Q2, facteur de X, moins 1 sur X, le tout au carré. Je vais faire ma racine. Cette fonction passe par un maximum. Bah, si la fonction qui est sous la racine du dénominateur passe par un minimum. Et ça, c'est assez facile à concevoir. Donc, passe par un maximum, donc ça c'est pour l'amplitude, passe par un maximum si la fonction, alors je notais h, ici j'ai noté g la précédente de h, ici c'est la fonction h de x, la fonction h de x c'est 1 plus q2 facteur de x moins 1 sur x, le tout au carré, passe, quant à elle, par un minimum. Passe par un minimum. Ici, il n'y a pas de calcul de dérivée. Est-ce que tout le monde voit qu'ici l'existence de ce maximum il est évident, il n'y a pas de calcul de dérivée, surtout pas de calcul de dérivée ici. Pas besoin. Parce que ici on a un terme en x moins 1 sur x qui au dénominateur, la seule variable c'est x. Pas de calcul de dérivée ici, je le note, je le note. Pas de calcul de dérivée ici. Donc je le note pour vos révisions. Pas de calcul de dérivée ici à ce stade. D'accord? Pas besoin. Pas besoin. C'est-à-dire qu'ici on résout x moins 1 sur x égale à 0. D'accord? Oui? Victor? Deux ondes. Comment? C'est quand même rigoureux, c'est pas comme ça? Ah oui, bah là oui. X moins 1 sur x, tu fais tendre ça vers 0, ça occasionne le minimum de ta fonction qui est en 1 plus q carré facteur de x moins 1 sur x. Là, regarde cette fonction-là. Voilà. Obtenu pour, je vais noter, regarde, je vais noter x moins 1 sur x égale à 0. C'est une fonction valeur positive, hein, et sous la racine. C'est une fonction valeur positive, d'accord? Et on a 1 plus quelque chose. Et cette fonction ici minimale, lorsque ça s'annule. D'accord? Et ça vaut 1. Ça vaut 1, minimum vaut 1. Non, minimum vaut 1. Donc on a x carré ici, donc ça fait x égale 1 sur x. Ce qui donne x carré égale à 1. Donc x carré égale à 1 dit que x égale plus ou moins 1. X égale plus ou moins 1. D'accord? Alors là, je rejoins la remarque de Victor Dezon. Oui, x égale plus ou moins 1, vous ne gardez uniquement la valeur positive, puisque x c'est oméga sur oméga 0. Donc vous ne gardez que x égale plus 1. Donc note en bleu, justification, x égale oméga sur oméga 0. Donc vous gardez uniquement ici la quantité positive. Conclusion. Qu'est-ce que vous venez de montrer? Si x égale à 1, c'est-à-dire que oméga égale oméga 0, c'est-à-dire que cette fonction passe par un maximum pour oméga égale oméga 0, quelle que soit la valeur du facteur de qualité. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de condition d'existence du maximum. D'accord? Il n'y a pas de condition Q supérieure à 1 sur racine 2 pour que ça passe par un maximum. Pas du tout. Là, on a directement, quelle que soit la valeur du facteur de qualité, l'amplitude réelle va passer par un maximum. D'accord? Et ce, pour une pulsation oméga. C'est-à-dire que, finalement, quand vous réglez la fréquence du GBF, et lorsque cette fréquence, cette pulsation oméga est égale à oméga 0, qui est égale à 1 sur racine de LC, vous aurez une résonance en intensité, et ce, quelle que soit la valeur de Q. Donc ça, on le note en bilan de cette étude de fonction, très rapide, très sommaire et très simple. Ici, résonance en intensité, donc l'amplitude réelle, ici, l'amplitude réelle de courant passe par un maximum, voilà, passe par un maximum, pour oméga égale oméga 0, qui je vous rappelle ici est égal à 1 sur racine de LC, et ce, quelle que soit la valeur de Q. Pas de condition d'existence, hein. Et ce, quelle que soit la valeur du facteur de qualité. La valeur du facteur de qualité Q.
Voilà, quelle que soit sa valeur, on passera par un maximum. D'accord, on aura une résonance en intensité. D'accord. Et une fois qu'on a la valeur de oméga, valeur de x égale à 1, sur un maximum, on peut calculer la valeur. Quelle est la valeur de ce courant à la résonance? Bon, on le voit. Ici, cette fonction h de x est minimale lorsque x égale à 1, et elle vaut 1. C'est-à-dire que là, on aura directement E sur R. On a la valeur du maximum d'amplitude de courant à la résonance en intensité. D'accord. D'accord. Ici. Donc ça, c'est le phénomène, je note, phénomène de résonance en intensité. Phénomène de résonance, ici en intensité. On dit souvent bande de R, pour se rappeler qu'on prend bien la tension, on prend une tension bande de R, ici aux bornes de la résistance. Voilà. Donc phénomène de résonance en intensité qui est plus simple à étudier et plus simple à présenter en colle. Hein. Beaucoup plus simple. Ce qu'on a fait lundi est beaucoup plus compliqué. Hein. D'accord. Et forcément, si on doit choisir un exemple de résonance pour un concours blanc pour un DS, on prendra l'exemple le plus compliqué avec résonance en tension, bande du condensateur et conditions d'existence du maximum. Là, c'est assez rapide. Ça permet d'avoir une bonne question de cours relativement simple, à équilibrer avec un exercice un peu plus musclé. D'accord. Sur l'ordre 2, par exemple. D'accord. Bien. Alors ça, c'est le deuxième temps. Troisième temps, quelle est la valeur à la résonance? Donc, valeur du courant. Donc valeur de IM, d'accord, à la résonance. Donc quelle est la valeur ici de l'amplitude réelle ici de courant à la résonance? Bon là c'est évident, x égale à 1, vous remplacez x égale à 1 dans cette expression, ça s'annule, la fonction h de x est minimale et vaut 1, vous avez 1 sur racine de 1, ça fait 1, ça vaut E sur R. Donc ici IM, voilà, l'amplitude réelle à la résonance en x égale à 1 nous donne directement E sur R. Voilà, E sur R, d'accord, c'est le maximum, d'accord, et c'est bien homogène à un courant, c'est bien homogène à un courant, d'accord. Là on peut tracer le graphe, on a tout ce qu'il faut, ça tend vers 0 en 0, ça tend vers 0 en plus infini, le maximum est atteint pour oméga égale oméga 0, et ce maximum vaut E sur R. Allez on y va, et c'est une fonction en valeur positive. Allez on fait un graphe très grand, donc amplitude réelle, IM, pareil, hein, je trace, attention, non pas en fonction du temps, mais en fonction de x égale oméga sur oméga 0. Donc je trace en fonction de x, je vous rappelle, c'est oméga sur oméga 0. Bon, ça tend vers 0 en 0, ça tend vers 0 en plus infini, ça passe par un maximum pour oméga égale oméga 0, donc on y va, cette fameuse courbe en cloche. Donc ici, on y va. On fait un beau pic de résonance. C'est de faire ça symétrique. Voilà. Voilà. Bien. Ce maximum, là il y a un pic de résonance. Et ce pic de résonance, il est atteint pour x égale à 1. Donc là, attention, je place x égale à 1. Je ne place pas oméga 0. C'est pas homogène. Je place x égale à 1. On a ici une échelle en x. X égale à 1. Ce maximum vaut E sur R. Ici, on a E sur R pour le maximum. Et ça, c'est bien une résonance, ici en intensité. Résonance en intensité. Et cette résonance en intensité, elle a toujours lieu. C'est-à-dire qu'on verra toujours un pic. Un pic de résonance qui sera toujours observable. Donc on a un pic de résonance. Et j'insiste sur le fait qu'il sera toujours observable, il n'y a pas de condition d'existence de ce pic. Donc ce pic, il sera toujours observable. Bon. Bien. Et dernier point de cours sur ça, pour terminer ce chapitre, sur la résonance. Il concerne ce pic. D'ailleurs, on va reprendre ça la semaine prochaine sur les filtres passe-bande dans le domaine des télécommunications. D'accord? On va retrouver ça pour les filtres passe-bande. Je vous dis qu'il y a toujours résonance en intensité, c'est-à-dire que l'amplitude réelle va toujours passer par un maximum, d'accord? Et ce pour oméga égale oméga 0. La pulsation propre, ici, de l'oscillateur électrique amorti. Bon. Maintenant, il faut savoir que ça, cette courbe, vous voyez, je l'ai tracée pour une certaine valeur du facteur de qualité. Je l'ai tracé pour Q
par exemple, j'ai mis Q égale à 3. D'accord? Et en fait, c'est ce qu'on va faire sous Python ensemble très rapidement. On va montrer l'influence de Q. D'accord? Bon, là, je n'ai pas préparé, j'ai oublié. L'influence du facteur de qualité, et bien finalement, vous savez peut-être, hein, vous avez fait un peu d'études, je pense, de bande passante du haut-parleur, ceux qui ont fait spécialité physique, hein, d'accord? La bande passante du haut-parleur, bah, ça ressemble à cette courbe-là. C'est-à-dire qu'il y a un maximum, et ce qu'on appelle, il y a une bande passante. Il y a une largeur de bande passante. Donc ceux qui ont fait spé physique le savent, c'est lié aux forces de la place. Le haut-parleur ici, et on a ici une bande passante. D'accord? Bon. Alors, justement, concernant une bande passante, souvent en physique, on aime bien ici définir ce qu'on appelle la bande passante. En fait, la bande passante, c'est la largeur. Vous voyez, ce pic de résonance, il y a une certaine largeur. Une certaine largeur, et en fait, plus le facteur de qualité est élevé, plus cette largeur est faible. C'est-à-dire que là, c'est un facteur de qualité de l'ordre de 3. Je vais prendre un facteur de qualité de l'ordre de 10. Et bien en fait, on aura un pic qui sera beaucoup plus fin. D'accord? Donc je vais mettre en bleu. Alors je vais faire ça proprement. Alors c'est pas gagné. Voilà, symétriquement. Voilà. Comme ceci. Vous repartez. Voilà. Et là, vous voyez, je trace en bleu la courbe pour Q égale à 10. Et remarquez, pour Q égale à 10, on dit qu'on a une résonance qui est plus aiguë. Et surtout, on a une bande passante qui est plus étroite. Vous voyez, la largeur du pic est plus étroite en bleu qu'en jaune, parce que le facteur de qualité, il augmente. Et ça se traduit mathématiquement. On peut le montrer, et c'est le but des derniers calculs qu'on va faire ensemble, on va prendre le temps de les faire. On va montrer que cette largeur de bande passante, vous voyez qu'elle est inversement proportionnelle au facteur de qualité. Je répète, plus le facteur de qualité augmente, plus la largeur de bande passante va diminuer. Alors justement, c'est quoi une largeur de bande passante ou une largeur de pic de résonance? En fait, c'est relativement simple. Vous allez prendre la valeur maximale de courant. Ça, c'est Imax. E sur R, c'est d'accord, c'est Imax, hein, c'est la valeur maximale du courant. Je vais le noter ici à gauche. Donc attention, ceux qui sont en distance. Là, je note Imax. Imax, c'est E sur R. Et vous allez bientôt le faire en ici, je pense, sinon on a besoin en TP de physique. Vous repérez le maximum. Ce que vous faites ensuite, vous divisez ce maximum par racine de 2. Donc on divise Imax par racine de 2. Alors moi, ça sera grosso modo, je vais placer ici. Donc je divise Imax par racine de 2. Je divise Imax par racine de 2. Et qu'est-ce que je fais? Je vais rechercher les antécédents de Imax sur racine de 2 par la fonction. On y va? Alors je vais prendre là, ici en jaune. Je vais prendre pour Q égale à 3. Je cherche les antécédents. J'y vais, donc je trace à droite l'équation Imax sur racine de 2. Et je vais chercher les antécédents, c'est-à-dire je vais chercher les abscisses des points d'intersection de cette droite, Imax sur racine de 2, avec la courbe en jaune. J'en ai deux. Et ces deux points d'intersection vont me définir ce qu'on appelle une bande passante. C'est-à-dire que là, j'ai un premier point, ici et ici. Et quand je cherche l'abscisse de ces points d'intersection, un là et un là, donc j'espère qu'à distance vous le voyez, et c'est plutôt bien placé, c'est symétrique par rapport à 1, c'est bien. Est-ce que tout le monde voit qu'ici, je donne les abscisses, deux points d'intersection, de la droite Imax sur racine de 2, avec la courbe en jaune. Là, j'aurai x1, donc je mets x1, et là, je mets x2. Alors, pourquoi je mets x1, x2, et pourquoi je ne mets pas oméga 1, oméga 2? Parce que j'ai gradué en x, tout simplement. Voilà. La bande passante, et ça, vous l'avez vu, l'année dernière, certains l'ont vu en spé physique. La bande passante, elle est où? C'est l'intervalle x1, x2. C'est l'intervalle de pulsation. Alors, je vais le hachurer, j'espère que vous le verrez. Ici, je vais hachurer. Ici, tac, 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 tac. Tout ça, c'est la bande passante. Abdul Rémi, oui. Justement, alors pourquoi racine de 2? Ça, on va le montrer un peu plus tard. D'accord? La semaine prochaine, on va le montrer la semaine prochaine. On verra par rapport à la notion de gain et de gain en décibels. D'accord? On va montrer pourquoi ce facteur racine de 2. Certains le savent peut-être, hein, GdB max moins 3 dB. Pour la puissance de coupure. D'accord? Peut-être. C'est-à-dire que là, c'est lié à la notion de décibels que l'on verra la semaine prochaine. D'accord? Et pourquoi ce racine de 2? Il faut attendre un tout petit peu. Là, pour l'instant, on divise Imax par racine de 2. D'accord? Et on cherche les abscisses des points d'intersection. Donc pour ceux qui sont distants, j'ai hachuré en jaune, ce qu'on appelle la bande passante. Là, on a une bande passante. Donc en jaune, je marque en dessous. Bande passante. Ici. Alors cette bande passante, ici, est notée, voilà, x1, x2. D'accord? Voilà. Donc c'est un intervalle de pulsation réduite. Hein. X1, x2, intervalle de pulsation réduite. D'accord? Définissant la bande passante
Alors, Abdel Rémy pose la question pourquoi divisé par racine de 2. On va attendre la semaine prochaine le cours pour montrer que ça c'est lié à des valeurs en décibels, en échelle logarithmique, GdB max moins 3 décibels. Et on reprendra ça ensemble, d'accord? Donc ici la bande passante c'est ça. Donc je répète, c'est en fait, si on prend à l'envers, ici, enfin l'envers. En fait, la bande passante c'est l'intervalle de pulsation pour lequel l'intensité est supérieure ou égale à Imax sur racine de 2. Je répète, la bande passante, c'est l'intervalle de pulsation, si je remonte, l'intervalle de pulsation pour lequel l'intensité IM est supérieure à Imax sur racine de 2. Voilà, voici ma définition de bande passante qu'on va noter dans un quatrième temps. Donc petit d, ici, voilà, bande passante et largeur du pic de résonance. Bande passante et largeur du pic de résonance. Voilà, dernier temps de ce chapitre. Alors attention, c'est une question de cours qui est assez technique. Est-ce que Imax sur racine de 2, c'est pas l'intensité efficace? Oui, pour un signal sinusoïdal, en effet. Mais là, c'est plus lié, tu vois, des gains en décibels. On verra ensemble la semaine prochaine. Mais Imax sur racine de 2, oui, ça on le verra pour un signal sinusoïdal. L'amplitude divisé par racine de 2, vous définissez en fait l'intensité est efficace. Ouais. Mais là, cette notion-là, on reverra la semaine prochaine, d'accord? C'est lié à la notion de gain en décibels. GdB, gain en décibels, moins 3 décibels. GdB max, moins 3 dB, moins 3 décibels. D'accord? Voilà. Alors, largeur du pic de résonance, pareil, définition. Alors, définition à connaître, ça c'est également une question de cours, ça va montrer. Alors, la largeur, c'est la largeur du pic de résonance. La largeur du pic, ici, de résonance, virgule, également appelée bande passante, donc également appelée bande passante, et l'intervalle de pulsation, ici, et l'intervalle de pulsation pour lequel, ici, IM, donc l'intervalle de pulsation, ici, pour lequel l'amplitude, ici, donc l'intensité du courant, IM de oméga, supérieur ou égal à Imax sur racine de 2. Voilà. Donc là, je pars de ça. Intervalle de pulsation pour lequel l'amplitude du courant est supérieure ou égale à Imax sur racine de 2. On y va. Il faut déterminer par le calcul la relation ici pour déterminer la largeur ici du pic de résonance, c'est-à-dire déterminer la bande passante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer non plus, vous voyez, là je définis par rapport à une pulsation oméga, mais définir par rapport à une pulsation oméga revient également à définir par rapport à une pulsation réduite x. X c'est oméga sur oméga 0, on divise oméga par une constante. Ce qu'on va faire, vous voyez, on a défini I bar et ensuite IM de x, l'amplitude réelle en fonction de x. Je vais me placer à la limite. Ça, je vais me placer en ces deux points-là. Je ne vais pas chercher ici d'inégalité, je vais chercher l'égalité. En fait, je vais résoudre l'équation. Je cherche les deux valeurs de oméga, ou deux valeurs de x, qui seront donc solution de IM de oméga égale Imax sur racine de 2. Donc je me place au seuil, à la limite, ici je me place au seuil limite, je cherche donc les abscisses de ces deux points-là. Donc je recherche donc x1, x2, je me place ici au seuil. Donc on va résoudre l'équation. Donc on résout l'équation, et j'insiste sur le fait qu'on va résoudre une équation. Voilà, on résout l'équation. Alors je cherche les valeurs de x, d'accord, qui vont me donner ici, donc IM de x égale Imax sur racine de 2. Voilà. Ici. Donc je cherche les valeurs de x qui vont me réaliser cette condition. Je cherche x tel que IM de x égale Imax sur racine de 2. Alors IM de x je connais, il est là. Donc je recopie à gauche la fonction amplitude réelle. Donc IM c'est E sur R, donc je recopie E sur R fois 1 sur racine de 1 plus Q carré, facteur de x moins 1 sur x, le tout carré, le tout sous la racine, et ça c'est égal à quoi? Imax, je regarde mon graphe, Imax il est où? Il est là-haut.
Imax vaut E sur R. Donc je remplace ici le Imax au numérateur par E sur R. Et je divise par racine de 2. Donc je répète, ici je cherche les valeurs de x, m'assurant l'équation I égale Imax sur racine de 2. Je vais faire ça aussi, plus besoin. Alors, je laisse uniquement le graphe, ici, voilà. Alors, à gauche et à droite, je regarde, qu'est-ce que je peux simplifier? Les E sur R. À gauche, à droite. Je simplifie le E sur R. Et j'aurai 1 sur racine de ça égale 1 sur racine de 2. Bon. Est-ce que tout le monde voit directement que ici, cette équation est équivalente à dire finalement que sous la racine carrée, ça plus ça égale 2. Autrement dit, si je dis que 1 plus ça égale 2, ça, le q carré facteur de x moins 1 sur x le tout carré, ce terme-là est égal à 1. Est-ce que je peux le marquer directement? Je répète, je simplifie par E sur R, j'ai 1 au numérateur, et j'ai les racines au dénominateur qui doivent être identiques. Et sous la racine, j'ai 1 plus Q2 facteur de ça égale racine de 2. Donc forcément, j'aurai du 2 moins 1 égale à 1, donc j'aurai Q2. Donc j'aurai Q2 facteur de x moins 1 sur x le tout au carré égale à 1. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je fais? J'identifie ce qui est sous la racine. D'accord? Et ensuite, je fais quoi? Je fais 2 moins 1 égale le produit Q2 x moins 1 sur x le tout au carré. Attention, je cherche les valeurs de x, solution de cette équation. Là, il faut aller doucement. Qu'est-ce que je vais faire? Attention, je cherche. Donc là, je vais essayer d'enlever, entre guillemets, attention, je vais enlever les carrés. Si j'enlève les carrés, ce qui est faisable à gauche, hein, j'ai un produit de deux termes élevé au carré. Donc on y va, on passe ici la puissance 1,5. Donc j'ai Q facteur de x moins 1 sur x. Ouais, mais si je fais ça, attention à droite, si je fais ça, forcément, je vais mettre un plus ou moins. Je vais mettre un plus ou moins à droite, hein, d'accord? Parce que là, on peut dire, ah non, je garde la valeur positive pour x. Non, là, j'ai pas x. Hein. J'ai x moins 1 sur x fois q. D'accord? Donc ça, le plus ou moins 1, je dois le laisser. Ok? Maintenant, je cherche les valeurs de x. Et là, j'en ai deux. Ah, ça doit vous guider sur l'équation à obtenir. Graphiquement, on voit qu'il y a deux solutions. Il y a deux pulsations réduites, il m'en faut deux. Bon, il faut les faire intervenir dans cette équation. Donc je continue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire passer, on va dire, alors ça, ouais. Je vais diviser par q, le nombre de l'équation. Donc j'aurai x moins 1 sur x égale plus ou moins 1 sur q. Ça va? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire placer le plus ou moins 1 sur q à gauche. Donc j'aurai x moins 1 sur x. Alors ce que je vais faire, le plus ou moins qui est à droite, quand il passe à gauche, je vais mettre du moins plus. Ça change rien, ça change absolument rien. Mais c'est juste pour vous montrer que ce plus ou moins, quand il passe droite-gauche, il passe à gauche. Moins plus, mais ça change rien. D'accord? C'est juste une notation. Hein. Moins plus 1 sur q égale à 0. Ouais. Et je cherche les valeurs de x, solution de cette équation. Bon. Comment je fais ici? Je cherche la valeur de x, solution de cette équation, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Donc forcément une équation d'ordre 2, tout à fait. Comment on fait pour faire apparaître une équation d'ordre 2? On multiplie par x. Merci Jérémy. Jérémy nous propose de multiplier par x, c'est deux membres de l'équation. Alors si multiplier par x, c'est malin ça, parce que j'aurai x carré moins 1 plus ou moins x sur q égale à 0. Donc j'ai x2 plus bx plus c égale à 0. D'accord? Donc on multiplie par x, je vais le faire en dessous, j'ai de la place. Les deux membres de l'équation. Donc on aura x2 moins 1 moins plus ou moins, plus c'est bizarre de dire moins plus ou moins, ici x sur q, le tout égale à 0. Je vais peut-être réordonner, parce que là sinon pour le delta on risque de cafouiller un peu pour le delta b carrément 4ac. On réordonne un peu, donc c'est puissance décroissante, x2, plus ou moins x sur q, ouais, moins 1 égale à 0. Bon, c'est plutôt bien parti, parce que là, on a une équation polynomiale d'ordre 2 qui, a priori, doit me donner deux solutions. Ouais, mais attention, hein, deux solutions réelles. Il ne faut surtout pas avoir un delta négatif ici, on va vérifier. Deux solutions réelles, ce sont des pulsations réduites. Hein. Donc là, il faut forcément, et ça sera le cas, que delta soit positif. Hein. Donc dès qu'on a ça, pareil, discriminant, delta, on y va. Donc le discriminant delta
Alors, le delta b carré moins 4ac. Pareil. Ça, c'est ax2 plus bx plus c égale à 0. B carré moins 4ac. Le b ici sera le plus ou moins 1 sur q. Plus ou moins 1 sur q, le tout au carré. Ça donne 1 sur q2. Ouais, donc on a 1 sur q2. Ça, c'est b carré moins 4 fois a, ça vaut 1. C, ça vaut moins 1. Ah, ouf. C'est bon. Delta vaut donc 1 sur q carré plus 4. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Strictement positif. Donc, deux solutions réelles. Ah. Donc, deux solutions réelles ici. Enfin, deux. 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 Enfin, deux. Enfin, 4 en fait. On va voir. J'ai deux. Il y a deux. Voilà, chaîne de caractères qui met, pardon. Deux solutions réelles. D'accord. Deux solutions réelles. Ici, définies par. Définies. Je vais écrire l'autre côté. Hein. Définies par. Alors, on a deux x1, x2 et j'aurai même x3, x4. Vous allez voir. On va écrire le moins b. C'est ça le problème. Moins b. Plus ou moins racine delta sur 2a. Moins b. Moins b. Voilà. Moins b. Plus ou moins racine delta. Plus ou moins racine delta. Le tout sur 2a. Donc là, attention. Donc nos solutions. X, je note x. Je ne vais pas le numéroter. Hein. Moins b. Attention, on a dit que b égale plus ou moins 1 sur q. Donc on aura moins b sur 2a. Donc on aura plus ou moins, je switch une nouvelle fois. Moins b. Donc 1 sur 2q. 1 sur 2q. Donc plus ou moins 1 sur 2q, vous m'arrêtez. Hein. Ça c'est moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Plus ou moins, racine de delta sur 2a. Racine de delta, donc racine de 1 sur q2 plus 4 divisé par 2a. Par 2. Voilà. Donc plus ou moins 1 sur 2q, plus ou moins racine de tout ça. Bon. Et là, j'ai 4 solutions. 4 solutions, j'en ai 2 positives et 2 négatives. Et là, attention, on ne garde que les 2 solutions positives sur les 4. D'accord? Donc on ne garde que les 2 solutions positives. Que les 2 solutions positives. Et là, je pourrais noter x1, x2. x1 inférieur à x2. D'accord? Il n'y a aucune ambiguïté, pas de souci. Donc on y va. On va noter x1 et x2. Les 2 solutions positives. Alors j'ai plus ou moins 1 sur 2q, plus ou moins ici la racine divisée par 2. Alors pour garder uniquement les 2 solutions ici positives, alors soit vous le voyez comme ça, ou soit vous faites toujours une application numérique. Masse. Comment je vois quel est le terme qui prédomine devant l'autre, quel est le terme le plus important qui va m'accorder la positivité de x1 et x2. Si vous ne le voyez pas, vous prenez q égale à 5. Vous comparez ça avec ce terme-là. Vous allez voir que le terme qui est plus important, c'est ce terme ici. Et ce terme-là, c'est ce terme-là qui va accorder la positivité à x1, x2. C'est-à-dire que là, parmi ces 4 solutions, 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder uniquement ce terme-là, d'accord, ce terme prépondérant, mais ce terme-là prépondérant en valeur positive, qui va m'assurer, ici, vous voyez, je vais garder que ça, enfin que ça et ça. D'accord? Donc je garde ce signe plus là par rapport à ce terme prépondérant qui va m'assurer la positivité de x1 à x2, avec x1 qui est inférieur à x2. Donc si x1 est inférieur à x2, x1 ça sera moins. Moins 1 sur 2q. Moins 1 sur 2q. Par contre, je prends le plus, j'ai dit. Il faut que ce soit positif. Et ça l'est. Hein. Si vous ne le voyez pas, vous prenez une valeur q égale à 5. À la calculatrice, hein, vous faites taper, vous allez voir, ça se voit assez facilement. Je dis quoi? Plus 1 demi, pardon, j'y suis. Racine de 1 sur q2 plus 4. Donc ça, c'est x1. x2. Attention, cette fois-ci, je prends plus. Je mets plus. 1 sur q2, et j'insiste une nouvelle fois, je prends le terme prépondérant ici positif, plus 1 demi racine de 1 sur q2 plus 4. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai mes 2 solutions. J'ai les 2 abscisses des points d'intersection de la droite Imax sur racine de 2 avec la courbe en jaune. J'ai ça et ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la position de ces points. C'est la largeur de la bande passante. Et là, je l'ai comment? Je fais x2 moins x1. Je fais x2 moins x1, j'aurai la largeur de la bande passante en pulsation réduite. Donc là, on en déduit
une information sur la différence, sur la largeur. Ici, je vais faire, regardez, je vais faire x2 moins x1 pour voir la largeur de l'intervalle. Donc x2 moins x1. Ben ça c'est simple. x2 moins x1, ça se voit, j'espère. Ça moins ça, d'accord? Les termes en racine se simplifient. On le voit, hein. Ça moins ça, les racines se simplifient. Il va rester 1 sur 2q, moins 1 sur 2q. 1 sur 2q plus 1 sur 2q. 1 demi plus 1 demi. Ça fait 1. D'accord? Donc il reste, je peux le noter, hein, ça fait 1 ici sur q. Donc quand vous faites la différence, il ne reste que ces deux termes-là. D'accord? 1 sur 2q moins 1 sur 2q. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. 1 sur q. Autrement dit, le x2 moins x1, ce qu'on appelle un delta x, c'est une différence. Oui, delta x. X final moins x initial. x2 moins x1. Ouais, mais ça, c'est pas très parlant, ce delta x. C'est un delta de pulsation réduite. Bon, on va plutôt revenir à un delta de pulsation tout court, un delta oméga. On revient à un delta de oméga. C'est-à-dire que delta de oméga, ou delta x, hein, pardon, delta x, pardon. Delta x, je regarde x, la variable c'est oméga. Delta x, c'est delta oméga sur oméga 0. Je répète, delta x, c'est delta oméga sur oméga 0, parce qu'oméga 0 est constant, on ne peut pas varier oméga 0. Donc c'est delta oméga sur oméga 0, et on vient de montrer que ce delta x, c'est quoi? C'est 1 sur q. Voilà. Le bilan et la relation qu'il faut savoir remontrer en question de cours en colle, et vous l'aurez. Ça, c'est un sujet sur les 3. C'est ça. On vient de montrer un résultat qui est très important, et qu'on retrouvera la semaine prochaine dans le filtre passe-bande. En effet, on vient de montrer, d'accord, le fait que la largeur des bandes passantes, delta oméga, c'est oméga 2 moins oméga 1. Ça, c'est quoi? Delta oméga, c'est oméga 0 sur q. Oméga 0 sur q. Alors tout de suite, il y a peut-être une erreur de calcul, que j'ai oublié, vérifie si c'est homogène. Pulsation, d'accord, radian par seconde, pas de dimension. Donc pour l'instant, ça devrait, c'est plutôt bon. Maintenant, le commentaire, très important. Commentaire en lien avec le graphe. Et là, on le voit clairement, que la largeur de bande passante, enfin la largeur du pic de résonance, qu'on appelle la bande passante, elle est inversement proportionnelle à Q. Pourquoi? Oméga 0 est constant. Je répète, cette relation qu'on vient de montrer, que vous devrez retrouver la semaine prochaine, et vous retrouverez à la rentrée, d'accord? Il faut montrer que la largeur du pic de résonance, c'est-à-dire la bande passante du filtre passe-bande, est inversement proportionnelle à Q, oméga 0 est constant, et plus Q augmente, plus le facteur de qualité augmente, d'accord? Plus la résistance est faible, plus la largeur de bande passante est étroite. C'est-à-dire que plus le facteur de qualité augmente, plus le pic est de largeur faible. On dit qu'on aura une résonance qui sera aiguë. D'accord? Donc on va le noter en conclusion. Plus le facteur de qualité augmente, plus le facteur de qualité Q augmente. Voilà. Alors plus le facteur de qualité Q augmente, c'est-à-dire qu'on peut associer ça à des dissipations d'énergie ou une résistance qui est faible. Hein, d'accord? Donc résistance faible, on va dire. Hein, d'accord? Résistance entre guillemets faible. Donc on y va, plus Q augmente, d'accord, factorité augmente, plus le pic de résonance ici, plus la bande passante, on dit qu'elle est étroite, plus la bande passante, alors la bande passante ici, elle est étroite. Autrement dit, la bande passante, je vous rappelle, c'est la largeur de ce pic. Ça, vous l'avez vu, dernière c'est ce qu'on fait de physique, on vous a beaucoup parlé de largeur de ce pic de résonance et de la bande passante, bon, on y est, on est en plein dedans. Plus la largeur du pic de résonance, voilà, la largeur du pic de résonance, pareil, est étroite. Alors j'ai mal mis mon étroite, mais ici je vais effacer, pour ceux qui sont distants ne vont pas tout comprendre. Donc je répète, plus le facteur de qualité Q augmente, plus la résistance est faible, plus la bande passante, autrement dit, plus la largeur du pic de résonance, ici, est étroite. Voilà, ça c'est valable pour les deux. Et on dit également que la résonance devient de plus en plus aiguë. D'accord? Et plus la résonance, elle est
aigu. Voilà. Plus la résonance est aiguë. Donc plus la résonance est aiguë lorsque le facteur de qualité Q augmente. Attention, ça il faudra le dire, hein. Ça typiquement en l'oral, vous ne l'écrivez pas, il faudra le dire en lien avec la réponse en intensité. Donc réponse en tension aux bornes de la résistance. Alors vous voyez là, on a tout le cours. Maintenant le cours, il faut le connaître. Avoir du recul, déjà une chose, savoir le restituer, d'accord? Et ensuite, faire les exercices. Alors c'est-à-dire que l'exercice sur 100, on commencera la semaine prochaine. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on fera le cours sur le filtrage, dernier chapitre d'ELEC, exercice sur la résonance. Alors pareil, pendant les vacances, vous aurez des exercices à faire régulièrement, typiquement 2 fois pendant les vacances, et pareil, à faire. Je vous donnerai régulièrement les corrections pour que vous puissiez comparer ce que vous avez cherché avec le sujet que je vous donnerai type concours blanc. Quand j'aurai suivi le concours blanc à travailler directement pendant les vacances. D'accord? Bien. Alors, allez, pour les 5 minutes qui nous restent, ceux qui sont en distance, on va regarder l'exercice numéro 9 du... Si, on va le faire après, c'est juste un exercice. L'exo numéro 9, bon, il sera lancé. Exo numéro 9 du TD9. Oui. Le sujet de concours blanc, c'est le pays de vacances, c'est en plus du pays de vacances. Non, c'est lequel? Non. Non, c'est bon, sérieux déjà, non. Je pense que là, certains rachètent déjà. Mais non, c'est des sujets. D'accord.